Oxyweb, c'est vous la radio des initiatives. Je m'appelle Jean-Claude Berliocchi et Angelo pour ce qui est de l'appellation courante. Disons que je suis quelqu'un qui a son nom d'usage n'est pas le même que son nom de scène, mais c'est son nom de scène qui est son vrai nom. Alors que d'habitude, on prend le nom d'usage pour la scène. C'est ça. Là, c'est l'inverse. Mais il s'est trouvé que chaque fois que j'ai voulu prendre mon nom d'usage, mon prénom d'usage pour la scène, ça a été mal écrit par la script, et donc je suis resté à toujours Jean-Claude Berliocchi. Sur chaque fois qu'il y a eu que je suis passé dans un téléfilm ou un film, c'était toujours marqué Jean-Claude Berliocchi. Voilà. Parce que on regardait les papiers, la sécurité sociale et le reste, et on ne tenait pas compte du fait que je disais que je m'appelais Angelo. D'accord. Donc au final, ça a été l'inverse pour vous. Voilà. Donc en même temps, je vous ai dit que j'avais été aussi vaguement comédien. Mon premier métier authentique, c'est plutôt auteur-compositeur, interprète. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que je viens parler de ce livre. Toujours dans la branche artistique. C'est déjà pas mal. À l'occasion, je fais du jardinage, mais je jardine comme j'écris. Comme un artiste. Comme un artiste. Donc on reste dans la fibre artistique. Voilà. Dans la vie professionnelle, je crois que j'ai utilisé le même genre de façon de voir la vie, à savoir que quand quelque chose m'intéresse, je m'y donne à fond. Et si des portes s'ouvrent et que d'autres se ferment, je n'hésite pas, je vais dans les portes qui s'ouvrent et j'abandonne les portes qui se ferment. Vous saisissez toujours l'opportunité présente. Opportunité, je ne suis pas un opportuniste. Parce qu'opportunité, ça pourrait laisser croire qu'on attend quelque chose, on fait quelque chose dans le but de. Non, ce sont plutôt des alternatives dues essentiellement à des portes qui se ferment. Je suis un peu, devant la vie, je suis très actif et je suis contemplatif devant la vie. D'accord. Et donc, quand je sens que quelque chose est terminé, j'insiste pas. Ça me semble toujours comme un signe du ciel. Aujourd'hui, donc, on va parler du bouquin que vous avez écrit. C'est mon épouse qui l'a écrit. Vous l'avez retranscrit. J'ai fait la relecture. J'ai fait la pochette, c'est mon côté artistique, et je me suis occupé également des illustrations, mais j'ai fait la relecture, c'est-à-dire vocabulaire, syntaxe, voilà, certaines mises en forme, c'est toujours dans ce côté artistique. Bien sûr, toujours dans le perfectionnement. Oui, j'aime bien ça, oui. Mais sans être perfectionniste. Parce que c'est pour ça que j'ai pas employé le terme perfectionniste. Oui, mais j'ai eu un petit sourire parce que le perfectionnisme, ça ferme des portes, alors que les petites imperfections en ouvrent d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce livre du coup? Oui, alors mon épouse est congolaise et elle est née dans la période des guerres du Congo, et donc elle en a vécu deux, avec tout ce que ça peut comporter comme déracinement, comme peur, comme fantôme, comme illusion perdue et illusion retrouvée. Elle a été ballottée entre la France et le Congo, puisque le Congo, jusqu'en 65, il était français, c'est le Congo-Brazzaville. Et donc, j'avais trouvé son parcours particulièrement, disons, compliqué. Et dans cette complexité, il y avait beaucoup de choses qui permettaient de voir comment une vie peut se transformer non seulement à cause des événements, mais surtout à cause de l'état d'esprit qu'on a devant les événements et des conclusions qu'on tire des événements, qui sont pas toujours forcément des bonnes conclusions, parce que la peur, l'anxiété, l'affectivité, l'émotion, ça donne pas forcément de bons résultats, si ce n'est l'éloge de la fuite.
Comme c'est un livre du professeur Laborie, évidemment que la première des choses qu'on fait quand on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, c'est de fuir. Et pendant qu'on fuit, on fait comme le chat, on réfléchit à ce qui se passe, pour pouvoir ensuite éventuellement faire front. Mais on n'aurait jamais fait front, par exemple, si on n'avait pas fui. Donc, il y a toujours cette dualité. Et donc, quand elle m'avait raconté son histoire, j'avais pensé en faire un roman. Mais j'avais commencé à prendre beaucoup de notes, et puis c'était pas correct de faire un roman sur quelque chose, une vie qui était déjà un véritable roman. Et un beau jour, elle a dit, je vais écrire un journal, a posteriori. Et le livre est né. Et d'ailleurs, il est né pendant le confinement, parce qu'on a fini de le mettre en forme pendant le mois de mars, où on était enfermé à la maison. Il est bien évident qu'en racontant l'histoire, à un moment ou à un autre, on en vient à vouloir donner un témoignage de ce qu'on a compris de cette histoire. Et je crois que c'est la réponse à votre question, c'est envisager le comportement à mesure qu'on raconte l'histoire, l'envisager à la lumière de ce qui s'est passé et en fonction du ressenti, mais a posteriori. Alors c'est comme ça qu'on peut prendre une certaine distance, et en prenant cette distance, il est bien évident que celui qui écrit son histoire, en prenant cette distance, arrive en même temps à exorciser peut-être certains démons, ou à comprendre certaines choses, à pardonner à certains événements, certaines personnes, et en tous les cas essayer d'y voir plus clair. Je pense que quand on tient un journal, c'est parce que on a un besoin d'être reconnu, mais qu'on manque de confiance naturelle en soi, et qu'on le met sous clé. Celui-ci, évidemment, il est sorti à la lumière au grand jour, et c'est ça, je pense, le pas franchi par l'auteur. Est-ce que suite à la sortie de cet ouvrage, votre épouse elle a des regrets? Parce que on va pas, c'est vraiment un dévoilement complet de sa vie passée entre la France et le Congo pendant les 2 guerres qu'elle a traversées, et par les choses terribles qu'elle a vécues aussi là-bas, parce qu'il y a quand même des choses terribles. Est-ce que d'avoir dévoilé une partie de sa vie comme ça, est-ce qu'elle n'a pas des regrets? Je pense pas qu'elle ait des regrets. Je pense au contraire, elle est fière de ce livre. Elle est même très heureuse de l'avoir écrit. Alors après, à travers ce livre, certaines braises qui se rallument, certains démons qui reviennent, mais les démons, ils vivent dans la braise, et il en faut peu pour les faire repartir d'où ils viennent. Il vaut mieux savoir où ils sont et les voir dans la lumière que de se laisser happer par derrière par les démons. Et donc d'écrire un livre comme ça, c'est mettre en évidence les démons qu'on a pu rencontrer, pour pouvoir à partir de ce moment-là les éviter et ne plus remettre les pieds dans le système. Votre femme est retournée au Congo, du coup, depuis qu'elle est revenue en France, ou... Elle est retournée une fois, oui, mais là, pour l'instant, elle n'est pas forcément retournée encore au Congo après ce livre. D'accord. Parce qu'il y a eu des extraits qui sont passés là-bas, de cet ouvrage? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ça, c'est elle qui doit s'en occuper, sans doute. Parce que je pense pas que les éditions du Panthéon et le Congo, et en ce moment, je sais qu'elle s'occupe d'essayer d'avoir des traductions en anglais, et pour essayer de le faire reconnaître effectivement au Congo. Dedans, de temps en temps, elle envisage les situations qu'elle a vécues, et les façons de pouvoir éventuellement s'en sortir, que j'ai trouvé très intéressantes. Oui, moi aussi. Très honnêtement, moi aussi. Je l'ai lu en parallèle avec ma maman. On a trouvé ça fascinant, honnêtement. Et voilà, parce que c'est une vision qui n'est pas politique. Non. Et bien évidemment qu'elle n'est pas partisane. Et elle a beaucoup d'amour pour son pays. C'est ce que moi, personnellement, avec ma maman, on a trouvé très touchant. C'est que malgré l'horreur qu'elle a pu voir là-bas,
elle est quand même cet amour. Oui, c'est pour ça, le- ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, on a compris moi j'ai compris à travers le livre que c'était pas le pays qui rendait les gens mauvais, mais c'était les gens mauvais qui rendaient le pays affreux au final, alors que c'est une chose qui n'est pas. C'est exactement ça. Et c'est la vision qu'elle m'a transmise en fait. Moi, le Congo, c'est un pays que je ne connais pas et c'est la vision qu'elle m'a transmise à travers ce que j'ai pu lire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, moi je ne connais que par oui dire, mais il y a sur l'Afrique une espèce de chape difficile à enlever, étant donné qu'on parle toujours d'Afrique, mais que c'est multiple. Mm. C'est tellement multiple. Je Il y a comprends tellement pas de comment climats il- différents Oh oui. que on dit toujours l'Afrique. Alors les Africains ont ce sentiment d'être africains, alors que nous on n'a aucun sentiment d'être européens. Ah non, pas du tout. Que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens, Mm. personne ne se ressent comme européen. Mon grand-père me disait que si on demande, il faisait la comparaison avec les accents. Il me disait si on vous demande à quelqu'un de faire l'accent africain, ça va choquer personne, mais si on demande à quelqu'un de faire l'accent européen, personne Voilà. va comprendre. Alors ce qui est drôle, c'est que l'accent africain, par exemple, le pauvre Michel Leb, on l'interdit maintenant, Oui. on l'interdit tout. Bon. Oui. L'accent africain qu'il fait, c'est un accent qu'il a inventé, Oui. qui fait accent africain. Oui. Mais on ne peut pas faire l'accent européen, vous avez tout à fait raison. C'est impossible. Mais c'est comme en Afrique, il y a des pays où on parle français, des pays où il y a le Cameroun, il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc. Ça regroupe plein de pays différents, Bien plein sûr. de cultures différentes, plein de religions et plein de langages différents. C'est comme en Europe, il n'y a pas Bien sûr. de langage à proprement parler. Mais c'est même européen. comme en Europe dans les années 50, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de pays où on parle plusieurs langues. Parce que dans les années 50, en France, on parlait plusieurs langues. Parce que moi, j'ai été, que j'aille dans un endroit ou dans un autre, les gens qui avaient à partir de la quarantaine, dans les années 50, parlaient ce qu'on appelait soit le patois si on était snob, soit l'occitan ou le niçois ou le picard si on était des autochtones. Parce que c'est vrai que les snobs appelaient ça des patois. Oui. Mais ceux qui le parlaient, pour eux, c'était des langues. Ah oui, oui. Oxyweb, c'est vous la radio des initiatives.